Alors, pour cette séance, on va entamer la troisième partie du cours. Nous avons commencé par une introduction sur les concepts de base et les enjeux de la maintenance industrielle et les trois dernières séances ont été consacrées pour l'étude des défaillances et de la méthodologie d'analyse de ces défaillances par des méthodes quantitatives et qualitatives. Pour cette séance, nous allons présenter quelques notions sur ce qu'on appelle la maintenance productive totale ou la TPM, Total Productive Maintenance. Ce sera une partie sur une seule séance. Donc, ce sera uniquement pour cette semaine sur la partie sur la TPM. Comment on va répartir la séance? Nous allons commencer par rapidement un aperçu historique sur la méthode TPM. Nous allons essayer de répondre rapidement pour donner une définition générale de la notion TPM en répondant à la question qu'est-ce que la TPM, et on passe ensuite à une notion qui est très couplée à la notion de TPM, qui est la notion de source de perte de temps dans les entreprises de production manufacturière. On va présenter les grandes sources, les grandes familles de sources de perte de temps dans les entreprises manufacturières. Avec une notion qui est très liée aussi à la notion de TPM et aux sources de perte de temps, on va présenter la notion du taux de rendement synthétique, qui est un indicateur qui va quantifier la mise en place de la méthodologie ou de l'initiative de TPM dans l'entreprise. On va voir comment on peut calculer et évaluer le taux de rendement synthétique au TRS. On va passer par la suite à présenter les 8 piliers et les 5 principes de la maintenance productive totale, et on finira par un travail en asynchrone sur la démarche à suivre lorsqu'on veut mettre en place une procédure de TPM dans une entreprise manufacturière en particulier. Historiquement, comment s'est apparue la notion de TPM? Comme toutes les autres notions, dans les années 50, les Japonais ont importé toutes les notions de l'armée américaine, donc les notions qui ont été utilisées pour la gestion de l'armée américaine, ils l'ont importé pour l'industrie japonaise dans les années 50. Et petit à petit, dans les années 60, il y a eu l'apparition de la maintenance préventive plus qu'autre chose, et puis la maintenance productive avec des corps spécifiques ou des associations, des instituts spécifiques de la maintenance, particulièrement des associations et des entreprises japonaises. Et à partir des années 70, il y a eu l'apparition de l'expression Total Productive Maintenance. Si on veut correspondre ces notions historiques par rapport au type de maintenance que nous avons déjà vu, on peut dire que dans les années 50, les opérations ou les actions de maintenance que les entreprises ont eu l'habitude d'appliquer sont principalement des actions de maintenance corrective et le minimum vital des actions préventives. Et puis, il y a eu la maintenance préventive et conditionnelle qu'on peut qualifiée de productive, et à partir des années 70, on a eu l'apparition de la maintenance productive totale avec tout type de maintenance que nous avons vu, à savoir le correctif, le préventif et surtout, vous allez voir, la maintenance améliorative est couplée aussi à la production. Donc, à partir de l'apparition du terme TPM, Total Productive Maintenance, on a une association entre ou complémentarité plus qu'association entre la maintenance et la production. Qu'est-ce que la TPM maintenant? Est-ce que quelqu'un a une idée sur ce que la TPM? Est-ce que vous savez déjà qu'est-ce qu'on appelle TPM? Est-ce que quelqu'un a une idée sur cette notion-là? Non? Non, madame. Aucun étudiant n'a eu une licence en maintenance ou la conception mécanique? Je pense que cette classe, quand même, fille comme je connais, qui a eu une licence en maintenance industrielle, je me rappelle. Oui, madame, c'est Ouais. madame, Oui. méthode pour calculer le gaspillage de temps. Calculer. Essayez de vous rappeler. Quand même, c'est une notion qui est très importante, surtout pour ceux qui ont déjà la licence. Alors, Total Productive Maintenance. Déjà, il y a le terme maintenance.
Donc, ce sont les opérations de maintenance qui ont été déjà appliquées dans une entreprise industrielle. Pourquoi total? Pourquoi total? Madame, ça vise à éliminer, à éliminer les temps d'arrêt. Ce qui est sûr, ça vise à éliminer les temps d'arrêt, comme tout autre type de maintenance, mais en particulier, elle a un objectif de voir tendre vers zéro, faire tendre vers zéro les temps pannes. d'arrêt. Très Oui. bien. L'objectif principal, c'est de minimiser au maximum les temps d'arrêt. Mais comment on va faire ça? Le mot total, c'est en relation avec l'implication de tous les intervenants dans l'atelier et non pas uniquement le service maintenance. Donc, dans ce cas, le maintenance productif total cherche une optimisation d'un rendement global des équipements, c'est-à-dire avoir une fiabilité maximale des équipements, un fonctionnement idéal, c'est-à-dire un remplissage de la fonction requise avec le maximum de performance de l'équipement en adoptant une démarche de ce qu'on appelle une amélioration continue. Donc, c'est une amélioration qui se fait quotidiennement avec tout le monde. Ce sont des opérations qui se font tout le temps, entre guillemets, qui se font très souvent, journalièrement, quotidiennement, sur les équipements de production ou autres, et qui impliquent tous les acteurs dans un atelier. Donc, ce n'est pas uniquement maintenance productive totale, il ne s'agit pas d'impliquer uniquement les maintenanciers, il s'agit d'impliquer tous les acteurs de l'atelier, et surtout, c'est une méthode proactive, c'est-à-dire qui anticipe l'apparition des pannes. On cherche à diminuer la probabilité d'occurrence de panne, donc on cherche à ne pas avoir ces pannes-là ou ces arrêts-là dans le cas général. Donc, c'est surtout une initiative, une philosophie, un état d'esprit, en appliquant une méthodologie bien déterminée, bien évidemment. Donc, ce qui est à retenir, ce sont les mots soulignés. C'est une méthode d'optimisation de rendement global des équipements, une optimisation journalière quotidienne qui implique tous les acteurs et c'est dans le cadre d'une amélioration continue, c'est-à-dire qui se fait tout le temps. On ne peut pas dire qu'on a terminé un chantier de TPM. Il y a tout le chantier toujours en cours. Et c'est anticipatif, c'est-à-dire ce sont des actions qui ont lieu en préventif, en prévisionnel, avant l'occurrence des défaillances. Je vous ai déjà dit dans l'introduction de ce cours que la notion TPM est très attachée à ce qu'on appelle les sources de perte et qui sont eux-mêmes une conséquence de l'analyse des temps, les occupations de ressources. Le temps, c'est la ressource, le type de ressource le plus utilisé pour évaluer l'occupation dans un atelier ou dans une usine industrielle. Dans le cas général, la base de l'évaluation de temps, c'est la journée. Donc, on va considérer qu'on a un temps total de 24 heures. On va avoir une base de la journée pour le calcul de temps. Et on va généralement, le temps de 24 heures, la durée de 24 heures, elle est appelée un temps total. Et à partir de ce temps, on va soustraire au fur et à mesure les différentes sources de perte de temps. Ça peut être des sources voulues de perte de temps, c'est-à-dire on planifie déjà un arrêt pour une raison ou une autre, on va voir quelques exemples, ou bien des arrêts pour panne ou des arrêts pour intervention corrective, par exemple. D'accord? Donc, à partir du temps total qu'on va considérer, par exemple, les 24 heures ou toute l'année ou le mois, mais pour l'exemple, on va considérer les 24 heures, si on va considérer qu'une entreprise fonctionne, par exemple, 8 heures par jour. Ces 8 heures par jour sont appelées un temps d'ouverture. Donc, des 24 heures qui est le temps total, si stratégiquement on a décidé d'avoir une entreprise qui fonctionne 8 heures par jour, on va appeler ces 8 heures de fonctionnement un temps d'ouverture. Si une entreprise travaille 24 heures sur 24, le temps total sera égal au temps d'ouverture égal à 24. On n'aura pas de temps de fermeture de l'atelier. Et ce temps de fermeture, c'est un temps planifié. C'est un temps d'arrêt voulu. On a cherché, on a planifié un arrêt. Donc, on a 8 heures de fonctionnement. Si on va considérer les arrêts, par exemple, pour la maintenance préventive,
des arrêts pour des essais de production, pour une cadence, augmenter la cadence. Elle a les arrêts pour sous-charge. Sous-charge, c'est-à-dire que les équipements fonctionnent avec une cadence inférieure à leur capacité nominale. Par exemple, si on n'a pas suffisamment de main-d'œuvre pour travailler sur les équipements, on n'a pas suffisamment de matières premières. Donc, si on soustrait ces temps-là, surtout pour le préventif et le temps d'arrêt, et le temps des essais pour ce qui nous intéresse, on va avoir ce qu'on appelle le temps requis. Par exemple, on a 2 heures pour arrêt, pour intervention d'arrêt pour maintenance préventive, on va avoir un temps requis. On continue, c'est toujours une source de perte de temps, hein? C'est toujours la deuxième catégorie de source de perte de temps. Si on continue avec les sources de perte de temps, on peut, en plus de ces 2 arrêts planifiés, on peut avoir des arrêts de production pour différentes raisons. Je vais vous citer quelques exemples tout à l'heure. Si on soustrait les arrêts de production autres que pour le préventif, essai et autres que les fermetures voulues, planifiées stratégiquement de l'entreprise, on va trouver ce qu'on appelle le temps de fonctionnement, c'est-à-dire le temps pendant lequel les équipements sont en fonctionnement, comme le nom du temps l'indique. Ces arrêts de troisième type peuvent être pourquoi? Par exemple, ça peut être pour panne, parce qu'on a eu des pannes des équipements, un arrêt pour panne, ou bien pour changement de série, si on a 2 types de produits à fabriquer et on veut paramétrer les outils de travail pour la nouvelle référence, ou bien les temps de réglage. Ces catégories de temps d'arrêt, on les appelle des temps d'arrêt de production qui sont différents de préventifs, différents des essais, différents de la fermeture planifiée stratégiquement. Donc, pour les arrêts de production, pour trouver le temps de fonctionnement, ça peut être surtout pour panne ou bien pour changement de série de fabrication ou pour les réglages de diamètre pour les équipements d'usinage, par exemple. On continue avec les sources de perte. Si on soustrait à partir de ce temps de fonctionnement ce qu'on appelle les micro-arrêts et les écarts de cadence. Je vais vous citer quelques nuances de différence entre les micro-arrêts et les pannes. Donc, on peut avoir une confusion entre la notion de micro-arrêt et la notion de panne. Dans les diapositives suivantes, je vais vous présenter la différence entre micro-arrêt et panne, mais ce sont comparables. On a ici des micro-arrêts pour des défaillances sur système. Donc, on peut avoir des arrêts de courte durée qu'on peut appeler des micro-arrêts et des écarts de cadence. Qu'est-ce que ça veut dire écart? Qu'est-ce que ça veut dire cadence déjà? Vous vous rappelez qu'est-ce que ça veut dire cadence? On a discuté ça les séances dernières. Qu'est-ce qu'on appelle cadence dans une ligne de production? Vous avez oublié? La cadence de ligne, c'est la quantité produite par unité de temps. C'est une quantité, c'est le rythme de production, si vous voulez. C'est le rythme de la production. Si on a un rythme perturbé, c'est-à-dire on n'a pas de quantité fixe de production, on peut appeler ça un écart de cadence. Si on soustrait les temps de micro-arrêt et le temps des écarts de cadence, on va trouver ce qu'on appelle le temps net de production, c'est-à-dire effectivement, les équipements sont en production réelle. Donc, ils vont produire des produits finis pendant un temps net. Le temps net, c'est le temps mis pour produire la totalité des pièces. Ces pièces produites peuvent être de bonne qualité, conformes au cahier de charge que nous avons déjà défini, ou elles peuvent être non conformes, une défaillance, un défaut par rapport au cahier de charge déjà défini. Si on élimine le temps mis pour produire les pièces non conformes, on va trouver le temps utile et ce temps-là, il est le temps utilisé comme base de calcul pour les bonnes pièces qui vont être vendues aux clients selon les pièces produites conformément au cahier de charge ou à la demande client. Donc, tous ces temps en gris sont des sources de perte de temps. Il y a des temps planifiés, il y a des temps non planifiés, non voulus. Ce sont des défaillances là, défaillances de production, de qualité ou des erreurs, des écarts de cadence ou des micro-arrêts. Réellement, ce que nous allons vendre aux clients, c'est
ces bonnes pièces, ce nombre de pièces bonnes fabriquées à partir, voilà, pendant le temps utile. Donc, vous remarquez ici que le temps utile est très réduit par rapport au temps total de 24 heures. Ces temps-là, que ce soit les temps de perte, de source de perte de temps, voilà, le reste de temps, du temps total jusqu'au temps utile, sont les paramètres utilisés pour calculer tout indicateur de performance de production. Entre autres, le TRS que je vous ai introduit au début. On va voir comment calculer le TRS à partir de ces temps-là. Lorsqu'on veut analyser l'occupation de ressources, on a des sources de perte de temps. Et c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Hein. Donc, les sources de perte de temps, qu'est-ce que je dois faire pour ces sources de perte de temps? Je dois agir pour les éliminer. Donc, il y a des actions qui doivent être faites pour éliminer ces sources de perte de temps. Si je vais intervenir sur ces temps-là, sur le temps de fermeture stratégique décidé par la direction ou par lors de la mise en place de l'usine, ou si je vais intervenir sur le temps total de maintenance préventive des essais ou de la sous-charge des équipements, on va parler d'actions sur l'organisation du travail. Ce sont des actions sur l'organisation. Par exemple, si une entreprise a l'habitude de fonctionner 8 heures par jour et a décidé d'augmenter le temps d'ouverture jusqu'à 12 heures, par exemple, c'est une décision d'organisation qui nécessite des investissements, qui nécessite des décisions stratégiques à prendre. Donc, ça ne nous intéresse pas quant au TPM. C'est une autre discipline d'intervention ou d'action sur la production. Si on veut agir maintenant sur le temps de changement série de fabrication ou le temps de réglage, on peut utiliser une méthode qui s'appelle la méthode SMED. Vous allez voir cette méthode pendant le deuxième semestre lors du module Lean Manufacturing. Donc, si on veut minimiser les pertes de temps dues au changement de série ou au réglage, donc on a remarqué que le temps de changement des outils est très important par rapport à la production, on peut appliquer des méthodes de minimisation de ce temps d'arrêt de production pour changement de série ou pour réglage en appliquant une méthode SMED. Si maintenant on veut agir sur le temps d'arrêt pour panne ou les micro-arrêts et erreurs de cadence, et là on parle de la TPM. Donc, si on veut mettre en place un chantier type TPM, on doit savoir qu'on est en train d'agir sur les arrêts pour panne, pour minimiser le temps d'arrêt pour panne, et pour minimiser les micro-arrêts et les écarts de cadence. Le reste de temps, de source de perte de temps, c'est pour la qualité. Donc, si on veut minimiser le temps de non-qualité, on doit agir sur la qualité de la production et du produit. Et ces outils d'amélioration de la production, vous allez les avoir, vous allez avoir quelques outils d'amélioration de la qualité de la production des produits dans le module management de la qualité. Ce qui nous intéresse pour cette séance, ce sont les mesures à prendre pour minimiser, quelques mesures à prendre pour minimiser le temps d'arrêt pour panne, le temps d'arrêt pour les micro-arrêts et pour les écarts de cadence qui sont l'objectif d'un chantier TPM. Si on veut mettre un chantier TPM, on va avoir ces deux objectifs-là. Maintenant, je vais vous citer quelques exemples de différences entre micro-arrêt et panne. La différence principale entre panne et micro-arrêt, c'est la durée. On parle de micro-arrêt, généralement, bon, ça dépend de la durée de fonctionnement de l'équipement, mais dans le cas général, dans la majorité de cas, on appelle micro-arrêt tout arrêt qui a une durée inférieure strictement à 5 minutes. Et on appelle panne tout arrêt qui dépasse les 5 minutes. Dans le cas général, les pannes sont beaucoup moins nombreux que les micro-arrêts. Les micro-arrêts sont assez fréquents. Généralement, les entreprises négligent les relevés des micro-arrêts. Donc, on laisse les micro-arrêts avoir lieu tant que leur nombre est inférieur à un seuil bien déterminé, tandis que les pannes doivent être systématiquement évaluées et relevées. Généralement, la durée et le coût des pannes est plus important que les micro-arrêts. Et la remise en fonctionnement des équipements après panne
nécessite une intervention généralement d'experts et nécessite une recherche de la cause qui a mené à ces pannes-là. Tandis que après un micro-arrêt, on peut avoir un redémarrage de la production sans même une intervention, et là, une intervention simple d'un opérateur de maintenance. Donc, l'intervention, le redémarrage de l'équipement après un micro-arrêt est plus simple que dans le cas général, bien sûr, que le redémarrage après panne. Donc, si on veut résumer, la différence principale entre panne et différence, c'est par rapport à la durée qui est comparée à 5 minutes d'arrêt, parfois quelques secondes pour les micro-arrêts, par rapport au nombre et par rapport à la méthode de remise en service de l'équipement après panne ou micro-arrêt. Dans le cas général, les micro-arrêts n'ont pas d'influence sur la production. Mais si leur nombre devient très fréquent, très important, on doit intervenir pour réduire ces micro-arrêts. On ne va pas voir techniquement qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer le nombre, la durée des micro-arrêts, mais on va voir la méthodologie qu'on peut adopter pour, par la suite, utiliser les outils adéquats à chaque équipement utilisé. On revient maintenant au temps d'arrêt, aux sources de temps d'arrêt. Donc, on a sélectionné tous ces temps d'arrêt, on a mentionné tous ces types de temps d'arrêt. On a dit que la TPM s'intéresse aux arrêts de production pour panne, aux micro-arrêts et aux écarts de cadence. À partir de ces temps, on a dit qu'on va calculer les indicateurs de performance de l'évaluation de la production et des performances des équipements. En particulier, on peut calculer le taux de rendement synthétique connu par l'acronyme TRS. TRS, c'est le KPI le plus utilisé dans les industries. Donc, lors de vos projets de fin d'études, voilà, même lorsque vous serez ingénieur dans des entreprises, vous allez remarquer que le TRS est très utilisé. C'est l'indicateur le plus utilisé pour l'évaluation de la qualité de l'activité dans une entreprise. Pourquoi il est appelé synthétique et pourquoi c'est un taux? Parce qu'il est calculé à partir de 3 leviers. Voilà, il prend en considération l'évaluation de 3 leviers de la production. Il permet d'évaluer à la fois la disponibilité des équipements, la qualité de la production et la performance, la qualité des produits et la performance de la production. Il a pour objectif de faire quoi? C'est un indicateur intégrateur, c'est-à-dire il englobe ces 3 leviers-là qui donnent une visibilité sur le comportement de toutes les performances du service production. Parce qu'il prend en considération justement la disponibilité, la qualité et la production, la qualité de la méthode de la production. Il permet de mesurer la productivité et permet de rendre compte si le processus de production est efficace ou pas. Comment il va faire ça? En réalisant ces 3 objectifs. Il permet d'identifier les pertes, les gaspillages, les budas. Il permet de mesurer les actions de progrès si on a proposé des actions d'amélioration. Et surtout, il permet d'analyser ce qu'on appelle le post-goulot de la production. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire un post-goulot? On l'appelle parfois un goulet d'étranglement. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qu'on appelle un goulot ou un goulet d'étranglement? On remplace ce O par E parfois. Non, madame. Non. D'accord. Mais généralement, lorsqu'on veut étudier une chaîne de production, on va décortiquer cette chaîne de production en activités ou bien en tâches. Parfois, en nombre de tâches qui dépassent le nombre de postes. Donc, imaginez que vous avez une ligne de production avec 3 postes. 3 postes de production. Et chaque poste de production a 5 tâches. Donc, on va analyser 15 tâches. Si on va considérer les postes, les 3 postes, on va décortiquer en tâches et on va trouver que la 3e tâche du poste 2, c'est la tâche qui a la durée la plus importante, la plus grande durée de traitement du produit. On va appeler le poste 2 le poste goulot parce qu'il va conditionner le nombre de pièces produites à la fin
de la ligne de production. Par exemple, imaginez que vous avez un atelier de traitement thermique. Donc, il y a une préparation de la pièce, puis cette pièce-là va être mise dans un four pour une durée bien déterminée. Donc, imaginez que toutes les étapes de préparation de cette pièce sont inférieures à 5 minutes et le cuisson dans le four dure 20 minutes. Le cuisson, l'étape de cuisson, c'est le poste goulot parce qu'on ne peut pas avoir une pièce produite dans une durée inférieure à ces 20 minutes-là. Ça conditionne le rythme de la production. Et généralement, lorsqu'on veut augmenter la productivité d'une ligne, généralement, dans tous les cas, lorsqu'on veut augmenter la productivité d'une ligne, c'est-à-dire la quantité de bonnes pièces produites d'une ligne de production, on doit obligatoirement agir sur ce poste qui a la durée de production la plus importante qu'on appelle poste goulot ou un goulot d'étranglement. Vous allez avoir plusieurs exemples pour le calcul du temps du goulot d'étranglement, mais la définition que vous pouvez retenir pour le moment, c'est le poste qui conditionne, le goulot d'étranglement, c'est le poste qui conditionne la production, c'est-à-dire qui a le temps de traitement le plus important et qui définit le rythme de production de toute la ligne de production. D'accord? Le TRS permet d'analyser et de améliorer ce poste goulot. Il y a d'autres méthodes d'analyse et d'amélioration, mais le TRS, c'est l'un des indicateurs les plus utilisés pour l'analyse de ce poste, de ce type de poste. Comment maintenant on va calculer ce taux de rendement synthétique? Il y a trois méthodes de calcul de taux de rendement synthétique et toujours à partir des sources de perte de temps que vous venez de les voir dans la diapositive précédente. Alors, on peut calculer le taux de rendement synthétique en divisant le temps utile par le temps requis, ou bien en divisant le nombre de bonnes pièces par le nombre total de pièces réalisées, ou bien en multipliant ce qu'on appelle un taux de qualité fois taux de performance fois la disponibilité opérationnelle. Je m'explique. Je vous rappelle ici les différentes sources de perte de temps que je vous ai présentées tout à l'heure. Ce sont les mêmes notations que nous avons adoptées. Si on veut calculer TRS ici, on peut diviser le temps utile, ici, où est le temps utile? Voilà ce qui est en vert. On divise le temps utile par le temps requis ici. Ou bien le nombre de bonnes pièces par le nombre total de pièces produites. Pourquoi? Si vous suivez ici le temps utile, si vous suivez, on ne va pas perdre du temps à suivre ces temps-là. Si vous suivez les temps, le temps utile, il est utilisé pour produire quoi? Le temps utile, il est utilisé pour produire quoi? Les pièces de qualité. De bonne qualité qui vont être vendues aux clients. Donc, pour produire ces pièces-là, nombre de pièces bonnes. Donc, si vous suivez taux de qualité avec cette équation fois le taux de performance avec cette équation fois le taux de disponibilité des équipements avec cette équation, vous allez trouver que le TRS est égal au temps utile fois le temps requis. Parfois, on n'a pas besoin de savoir tous ces temps-là. Donc, ça dépend des données dont on dispose. Si nous avons un taux de qualité, il est très facile à calculer. Le taux de qualité, c'est toujours le nombre de bonnes pièces sur le nombre total des pièces. Le taux de performance, généralement, il est calculé comme temps net sur temps de fonctionnement. C'est temps net ici sur le temps de fonctionnement lorsqu'on élimine les temps des arrêts pour panne et pour arrêt induit ou micro-arrêt. Et la disponibilité opérationnelle, parfois on la calcule par cette équation-là et parfois on la calcule par détail. La disponibilité opérationnelle, c'est le temps requis moins, c'est le temps de, si on veut calculer le temps de fonctionnement, on va voir un temps requis moins les arrêts de production. Les arrêts de production peuvent être quoi? Peuvent être un temps pour panne, arrêt pour panne, voilà, micro-arrêt, voilà, erreur de cadence. En fait, si on veut analyser ces arrêts de production, on va trouver beaucoup plus de types d'arrêts. Et je vous propose ici une liste des types de temps d'arrêt que vous pouvez rencontrer dans
vos travaux. Donc, vous pouvez trouver des arrêts induits, des arrêts propres. Vous pouvez trouver la définition de chaque arrêt par la suite si vous êtes intéressé. Des arrêts pour réglage, des arrêts pour entretien, des arrêts pour contrôle. Donc, si vous avez la totalité, la durée totale des temps d'arrêt, vous prenez toute la durée. Si vous avez ces détails-là, vous sommez tout simplement ces détails-là et vous faites la soustraction de ces temps-là à partir du temps requis pour trouver le temps de bon fonctionnement et par la suite calculer la disponibilité opérationnelle comme étant temps de fonctionnement divisé par le temps requis. Dans la majorité de temps, on a le temps, la totalité de temps d'arrêt, donc on va directement soustraire ces temps-là. Donc, à titre indicatif, je vous ai proposé quelques exemples de temps d'arrêt dans une entreprise. Donc, ce qui est à retenir jusqu'à présent, que le TRS peut être calculé par l'une de ces trois équations et c'est un taux de rendement global pour évaluer la performance, les performances de production, la qualité et la disponibilité des équipements. Le TRS est l'indicateur le plus utilisé, mais il y a aussi deux autres indicateurs qui sont calculés à partir du TRS et certaines entreprises utilisent ces indicateurs-là. Par exemple, certaines entreprises utilisent ce qu'on appelle le taux de rendement global, le TRG. Le TRG, il est calculé à partir de TRS en le multipliant par ce qu'on appelle le taux de charge. Le taux de charge, c'est lorsqu'on considère un pourcentage, on multiplie, bien sûr, puisque c'est un taux, donc c'est une valeur inférieure à 1, et on prend en considération ce qu'on appelle la charge effective d'un moyen de production. C'est une donnée par ou bien la direction ou bien le dossier technique des équipements. Donc, si vous avez à calculer un TRG, vous pouvez commencer par calculer TRS par les équations déjà proposées et multiplier ces équations-là par le taux de charge qui est un pourcentage, bien sûr inférieur à 1, ça doit être inférieur à 1, un pourcentage inférieur à 100, pour calculer le TRG. Et il y a ce qu'on appelle le TRE, si on multiplie les TRG par ce qu'on appelle le taux stratégique d'engagement et qui prend en considération les fermetures stratégiques décidées par rapport au temps total considéré qui sont les 24 heures. Dans le cas général, on utilise les TRS, mais certaines entreprises utilisent parfois le TRG ou le TRE. On obtient le TRG en multipliant TRS par le taux de charge et on obtient le TRE en multipliant le TRG par le taux stratégique d'engagement. Voilà ce que je vous ai proposé pour la disponibilité opérationnelle. Oui. التو تشارج كيفاش نحسبوه ولا دوني ديريكت مع البي تشارج؟ C'est une donnée économique. Donc, ce n'est pas à un ingénieur opérationnel dans l'atelier de calculer ce taux de charge-là. Ça dépend, par exemple, d'une décision de fermeture. Par exemple, si nous avons le confinement, on a un confinement et les entreprises sont obligées, surtout fin-mars, lorsqu'on a un confinement total pendant des mois. Donc, les entreprises devaient fermer pendant un certain temps. Donc, le taux de charge va diminuer, bien évidemment. D'accord? Donc, on aura une décision de diminuer ce taux de charge qui était de 100%. Ça va être, par exemple, de 80 ou 50%. Comme c'est écrit ici, c'est un indicateur économique qui est généralement donné pour les ingénieurs opérationnels dans l'atelier. Mais il y a certainement des logiciels et des méthodes de calcul de ce taux de charge-là. D'accord? Pour vous, si vous aurez besoin de ça, même dans les projets de fin d'études, les étudiants qui utilisent TRG, on va faire deux choses en fait. Ou bien ils leur proposent un taux de charge, un taux de charge de la direction, une décision de la direction, et parfois ils changent même un peu l'équation. Ils considèrent les arrêts propres uniquement, ils considèrent tous les arrêts ou ils confondent le TRS au TRG. Parfois, les entreprises, Valio par exemple, ont une méthode de calcul de TRS qui est un peu différente de ça. Ça prend en considération TRG, Valio, TRS, TRG, avec les mêmes calculs. Dans l'un des calculs de ces taux-là, elle intègre le taux de charge. C'est un taux de charge parce que c'est une donnée économique et généralement les indicateurs économiques sont confidentiels dans les entreprises. Donc pour vous,
ou des directeurs qui vont décider les taux de charge, vous allez avoir ce taux de charge comme donné. Et dès que vous allez travailler avec le TRG, comme je vous ai dit, dans la majorité des cas, les entreprises utilisent les TRS pour les analyses de la qualité de production. D'accord? Oui, d'accord. Oui. Revenons maintenant, vous devez toujours vous rappeler qu'on a parlé du TRS avec sa relation avec ce qu'on appelle la TPM. L'objectif de la TPM, les objectifs qu'on va citer de la Total Productive Maintenance ou de la maintenance productive totale vont être évalués, entre autres, avec l'indicateur TRS. Quels sont ces objectifs qui vont être évalués par TRS maintenant? Le premier objectif d'un chantier TPM ou d'une initiative TPM dans une entreprise, c'est de changer la culture des opérateurs. Il y a des méthodes de calcul, il y a des équations, il y a des outils à utiliser, il y a tout ça, mais surtout, ça doit commencer par un changement de culture. Et dans ce sens, le manager de la production, le responsable production, va être responsable non pas uniquement de la production. Bon, il n'a pas à s'assurer de fournir les matières premières ou de la disponibilité des équipements, etc. Mais aussi, il va s'assurer que le personnel a le savoir-faire nécessaire. Il va s'occuper de la formation, de la proposition des formations nécessaires pour le personnel. Il va assurer l'organisation du travail. Il va veiller à ce que les équipements soient en bon état. Qu'est-ce que ça veut dire en bon état? Ils doivent être en bon fonctionnement, en sûreté de fonctionnement, comme nous avons dit la semaine dernière. Qu'est-ce que ça veut dire? S'assurer de l'état de bon fonctionnement des équipements, c'est-à-dire s'assurer que ces équipements sont utilisés conformément à leur manuel d'utilisation. Les équipements doivent être nettoyés et entretenus. Surtout lorsque nous avons des équipements avec des déchets importants. Les outils de coupe, par exemple, ça nécessite un nettoyage important. La TPM, qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose que l'agent qui est chargé de la fonction découper, c'est le même agent qui est chargé du nettoyage. Dans une stratégie classique de maintenance, le nettoyage, c'est la fonction du service maintenance. Dans la logique TPM, le nettoyage des outils de coupe, c'est la responsabilité de l'opérateur de production. Ce responsable de production doit aussi s'assurer que l'agent de production qui travaille sur l'équipement est capable de détecter des dégradations précoces. C'est-à-dire, il peut détecter, par exemple, qu'il y a un bruit étrange, qu'il y a des vibrations qui ne sont pas normales, etc. Donc, on doit s'assurer après avoir fourni le savoir-faire nécessaire au personnel, que ce personnel-là est capable de détecter des dégradations prémices à l'avance, des signes de défaillance, si vous voulez. Et cet opérateur de production doit être, en cas de besoin, capable de réparer certaines pannes et de remise en fonctionnement dans certains cas. D'accord? Donc, c'est le premier objectif. Vous pouvez dire que ce sont des objectifs normaux que toute entreprise peut les fixer. La TPM, qu'est-ce qu'elle propose? Elle a un objectif. Elle a tous ces objectifs en faisant quoi? En s'assurant de ne rien investir comme investissement supplémentaire. Donc, toutes ces actions-là, l'opérateur de production qui est chargé en plus de la production, de la maintenance, du nettoyage et même parfois de la qualité, on doit s'assurer que toutes ces fonctions sont assurées par le même opérateur sans investissement supplémentaire. C'est-à-dire, on doit garantir la chasse au gaspillage, c'est-à-dire l'attaque des mudas, chasse des mudas. شنو هما المدا فكروني c'est quoi un muda? Qu'est-ce qu'on a appelé muda? Les mudas sont les gaspillages tout simplement. On a 8 mudas ou 8 types de gaspillage. Ça peut être le stockage, ça peut être la surproduction, ça peut être les déplacements.
C'est un mot-clé pour le génie industriel, s'il vous plaît. Mais il ne faut jamais oublier ça. Ce sont les gaspillages. Donc, la production doit s'attaquer au gaspillage, doit réduire les temps d'arrêt pour panne, doit conserver une cadence maximale de production et doit assurer une qualité maximale sans rien investir. Rien, pour dire, en investissant un tout petit peu par rapport aux objectifs fixés, bien évidemment. Et donc, les deux objectifs principaux de la TPM sont, premièrement, garantir un maximum de performance des équipements, c'est-à-dire maximiser la productivité, maximiser la qualité, maximiser la disponibilité. Donc, c'est un objectif technique. Et le deuxième objectif, c'est obtenir des conditions idéales au maximum, bien évidemment, pour le fonctionnement, pour le travail des opérateurs. Ces deux objectifs, les deux derniers objectifs cités ici, s'appellent les deux axes de la TPM. Donc, on dit un objectif lié aux conditions de fonctionnement, aux conditions de travail des employés qui doivent tendre vers une situation idéale, et des objectifs par rapport à l'efficacité du système de production. On peut dire à ce niveau que ces deux axes sont les deux objectifs principaux de la TPM. Et toute la procédure de mise en place de la TPM est basée sur ces deux axes-là. On dit que ces deux axes, obtenir des conditions idéales et garantir une efficacité maximale du système de production, est basé sur 8 piliers de la TPM. Donc, les 8 piliers de la TPM sont à la base définis pour garantir ces deux objectifs qui sont les deux axes de la TPM. Quels sont ces 8 piliers? On a 4 piliers liés au premier objectif et 4 piliers liés au deuxième objectif. Les 4 piliers liés à l'obtention de conditions idéales de fonctionnement sont, on va revenir en détail avec un peu plus de détails pour chacun de ces piliers-là. Donc, les 4 piliers pour obtenir des conditions idéales sont la maintenance autonome, la maîtrise de la qualité, la sécurité, conditions de travail, environnement, l'efficacité de service appelé aussi TPM au bureau. Les 4 piliers en relation avec l'efficacité du système de production sont planifier la maintenance, c'est-à-dire avoir un planning de maintenance défini, surtout la maintenance préventive, l'amélioration continue au cas par cas des différentes défaillances, l'amélioration des compétences du savoir-faire des employés et la maîtrise de la conception des produits et des équipements. Ces 8 piliers sont la base de ce qu'on appelle les 5 principes de la TPM. Donc, on a 2 objectifs qui sont réalisés à partir de 8 piliers et ces 8 piliers sont à la base de 5 principes. Quels sont ces 5 principes? Sont les suivants. Le premier principe, c'est atteindre une efficacité maximale des équipements. Ce principe-là est réalisé si on a les 4 piliers en bleu ici. Donc, on peut atteindre une efficacité maximale des équipements si quoi? Si on assure la chasse au MUDA et l'amélioration continue de chaque situation au cas par cas. C'est-à-dire avoir une amélioration de chaque défaillance remarquée sur une entreprise, sur un équipement. Si vous avez une question, vous la posez, j'arrive pas à voir la discussion. J'arrive pas à voir les discussions. Ah ouais, je peux voir. Andy, il n'y a pas de problème de connexion. Ça fait, non? C'est Andy le problème de connexion. Alors, je reviens vers le premier objectif. Il est réalisé si on a la chasse au gaspillage et une amélioration des défaillances au cas par cas. Si on assure ce qu'on appelle la maintenance autonome. La maintenance autonome, c'est exactement ce que j'étais en train de vous expliquer ici. Ici, c'est le troisième point, c'est le fait d'avoir un opérateur de maintenance de production responsable de la maintenance de ses équipements, de la qualité de sa production. Donc, la maintenance autonome, c'est le fait d'impliquer le personnel de production dans la maintenance de
des équipements. Et ça s'appelle la maintenance autonome. C'est le deuxième pilier de la TPM. Troisième pilier de la TPM, c'est le fait d'avoir un planning détaillé, surtout de la maintenance préventive. On va discuter un peu comment on peut éventuellement planifier la maintenance corrective, mais typiquement, on ne peut planifier que la maintenance corrective, c'est-à-dire avoir un planning détaillé, généralement annuel, de la maintenance préventive. Et le quatrième pilier, c'est s'assurer que le personnel a une formation, une amélioration, une formation continue de ses compétences pour améliorer ses compétences et son savoir-faire, que ce soit technique ou de travail en groupe. Ça, en ce qui concerne le premier principe d'atteindre une efficacité maximale des équipements. Le deuxième principe, c'est démarrer le plus rapidement possible les nouveaux produits et les nouveaux équipements. Comment on va faire ça? En s'assurant que nous maîtrisons la conception du produit et des équipements de la production. Donc, on doit bien comprendre la conception. On se limite à la fabrication de produits et à l'utilisation des équipements sans comprendre le fond de ces machines et la conception et l'idée du produit. Donc, une meilleure compréhension, une maîtrise de la conception des produits et des équipements. Et c'est le cinquième pilier de la TPM qui assure le deuxième principe. Troisième principe, c'est obtenir une efficacité maximale du service fonctionnel. Qu'est-ce que ça veut dire le service fonctionnel? Vous trouvez ici ce qui est en vert, c'est ce qu'on appelle la TPM ou le TPM bureau. Qu'est-ce que ça veut dire TPM bureau? C'est-à-dire avoir tous les documents nécessaires pour le fonctionnement, avoir la description de toutes les procédures à suivre pour toute activité et surtout diminuer les étapes ou diminuer les bureautiques, les paperasses bureautiques ou les, j'ai pas trouvé le mot, c'est-à-dire, j'ai pas trouvé le mot, je vais la chercher ici. Les tâches administratives. Diminuer au maximum les tâches administratives. C'est avoir toutes les procédures nécessaires, avoir tous les documents nécessaires pour toute intervention et diminuer les documents administratifs et les tâches administratives. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle le troisième principe de l'ATPM qui est assuré par le septième pilier qui est TPM au bureau. Le dernier principe, c'est une maîtrise de la sécurité des conditions de travail et de respect de l'environnement. Et c'est le huitième pilier aussi. Et ça concerne quoi? Ça a un objectif de rendre le travail moins pénible, plus sécurisé et plus agréable. C'est-à-dire, les conditions de travail doivent être moins dangereuses et plus agréables. C'est ça l'objectif du huitième pilier. Et vous remarquez ici que la TPM englobe en même temps des conditions techniques et des conditions managériales. Et surtout, ça prend en considération le critère humain. L'employé, l'opérateur est à la base de la TPM. Il y a bien sûr des outils techniques, on va les citer ou bien pour cette séance ou la séance prochaine, mais il y a des outils techniques, mais la base de la TPM, ce sont ces 5 principes basés sur ces 8 piliers. Et ce que j'étais en train de vous expliquer, vous pouvez le lire ici à votre aise, chez vous par la suite. D'accord? 2 axes principaux, 8 piliers et 5 principes pour réaliser 2 objectifs principaux et surtout pour assurer une production globale. Parfois, vous trouvez que ces 8 piliers sont à la base de 5 principes, en anglais appelés 5S Foundation. Ce sont kiff, mais le 5S que vous connaissez avec nettoyer, se débarrasser, etc. Ce sont des autres, une autre notion qui est appelée 5S Foundation. Oui, la même correspondance que ces 5 principes-là, mais ce sont 5 principes que vous pouvez, par analogie, les confronter aux 5 principes que je vous citais ici, qui commencent par la lettre S. J'ai insisté pour mettre cette figure-là parce que pour toute la documentation anglaise, vous allez trouver que les 5 principes de la TPM sont appelés 5S. Et pour insister sur le fait que ces 5 S ne sont pas les 5 S que vous connaissez pour le nettoyage et l'arrangement des ateliers.
D'accord? Nous avons parlé, lorsqu'on a décrit les niveaux de maintenance, de 5 niveaux de maintenance qui dépendent de l'activité de l'entreprise, de l'outillage utilisé, de la qualification de l'intervenant et de quoi? Et de la durée de l'intervention, la profondeur dans le cas général. Dans une logique TPM, les entreprises définissent uniquement 3 niveaux. Le premier niveau, ce sont les opérations du niveau 1-2, c'est-à-dire les opérations qui peuvent être exécutées par un outillage standard, par les opérateurs même de production dans la logique TPM et qui ne nécessitent pas un temps important et de compétences importantes. Le niveau 2 qui englobe les niveaux 3 et 4 de ce que nous avons vu lorsque nous avons défini les niveaux et c'est un niveau plus profond qui dure plus longtemps, utilise un matériel spécifique et nécessite des compétences assez particulières. Et le niveau 3, c'est généralement la maintenance améliorative qui nécessite une équipe polyvalente et une équipe spécialisée, un matériel généralement ou peut-être généralement de construction qui va rénover par exemple un équipement et généralement le niveau grand 3 de la TPM est sous-traité parce que ce sont des interventions qui ont lieu généralement une seule fois sur la durée de vie des équipements. Donc, dans la logique TPM, on a 3 niveaux et non pas 5 niveaux de maintenance. Les clés de la réussite de maintenance sont en nombre de 3. C'est surtout la formation des opérateurs, voilà, des intervenants dans le cas général, la valorisation du savoir-faire et de l'expérience de chaque intervenant, c'est un point très, très important, et la volonté d'appliquer la TPM dans l'entreprise. Donc, vous remarquez ici aussi que le clé principal de la réussite de la logique TPM dans une entreprise, c'est la culture d'appliquer la TPM dans cette entreprise-là. En asynchrone maintenant, je vais vous demander pour la semaine, pour dimanche, vous avez d'ici, on va discuter la durée, c'est pas grave. Je vais vous demander de me préparer un document qui va décrire les différentes étapes de la mise en place de la démarche TPM dans une entreprise industrielle. Vous allez effectuer votre recherche pour proposer la démarche adoptée par les entreprises pour mettre en place une logique TPM dans une entreprise. Vous allez trouver dans cette démarche calcul de TRS, vous allez dire quand est-ce qu'on va calculer le TRS, qu'est-ce qu'on va faire avec ce calcul-là, quand est-ce qu'on va appliquer les piliers, quel est le pilier qui doit être appliqué en premier lieu, quel est l'objectif qui doit être pris en considération en premier, etc. Donc, vous effectuez votre recherche et vous proposez une démarche dans un organigramme ou dans une figure. Vous n'écrivez pas un document rédigé, des phrases rédigées. Vous écrivez, vous préparez un organigramme, voilà, un schéma, quand vous voulez, qui décrit la démarche de la mise en place de la TPM dans une entreprise. L'année, vous pouvez travailler par groupe de 2 ou 3 si vous voulez, mais pas plus que 3. Hein? Et kiff, vous mettez vos travaux, vous téléchargez vos travaux sur Classroom dans la zone réservée pour le travail asynchrone de la semaine 6. Pour cette même semaine aussi, je vais vous proposer 2 exercices pour le calcul de TRS, de tout petit exercice, une application directe des équations que je vous ai proposées tout à l'heure. Et vous allez trouver aussi 2 petites vidéos de 4 et 6 minutes. Donc, en tout, vous aurez 10 ou 11 minutes maximum pour les 2 vidéos. Vous allez trouver une vidéo très agréable à voir. Vous allez beaucoup aimer cette vidéo-là pour avoir plus d'informations sur le calcul de l'indicateur de performance TRS. Donc, vous regardez ces 2 vidéos-là et puis vous essayez de résoudre les 2 exercices que vous allez trouver partagés sur votre Classroom. Vous proposez cette démarche de TPM lundi à midi au plus tard. Jusqu'à, vous avez jusqu'à, voilà, qu'est-ce que vous proposez? Jusqu'à demain à 18h, suffisant? خلينا lundi jusqu'à lundi à midi, مش مشكلة. Pour le travail asynchrone de cette semaine-là. Pour la présentation de la semaine prochaine, vous aurez une séance marche. Est-ce que vous avez reçu votre emploi du temps?
Demain, normalement, je pense. Mais ce sera une séance de présentiel pour vendredi, Inch'Allah. Et donc, nous aurons 3 heures et je vous propose, les 4 séances qui vont rester, ce sont vraiment les objectifs de la maintenance. Ça ne veut pas dire que ce que nous étions en train de faire, ce n'est pas important. Ce que nous étions en train de faire, c'est la préparation des notions de base de connaissance de la maintenance. Les deux parties qui sont très, très importantes pour la maintenance, l'analyse FMD, la fiabilité, maintenabilité et disponibilité, comment calculer la fiabilité, comment calculer la disponibilité, comment exploiter, qu'est-ce que la fiabilité déjà, et la dernière partie, c'est le calcul de coût. Ce sont deux parties qui vont exploiter tout ce que nous avons vu tout au long du cours. Donc, pour la semaine prochaine, on va commencer la fiabilité, l'analyse de fiabilité, maintenabilité et disponibilité. Et je vais vous demander s'il y a des volontaires pour une présentation qui est très importante. Celui qui va se porter volontaire pour cette présentation doit faire l'effort pour présenter une bonne présentation à ses camarades. Donc, je vous laisse le temps de réfléchir. Pour cette fois, Brabi, avant de préparer la présentation, vous me contactez par mail. Je vais utiliser la règle premier arrivé, premier servi. Donc, celui qui se présente le premier pour cette présentation aura le droit de la présenter la semaine prochaine. Donc, une présentation détaillée sur la fiabilité, la maintenabilité et la disponibilité. Ce sont 3 KPI, 3 indicateurs d'évaluation de la qualité du service maintenance dans une entreprise. Madame, c'est un travail individuel ou par groupe? C'est une présentation en groupe. Je connais l'ISAL. Madame. Tu vas présenter, donc normalement, tu ne vas pas présenter un autre exposé, non? Oui, madame, les juste Ah, d'accord. C'est pas pour toute la classe. Oui, c'est pas pour toute la classe. C'est pour une équipe qui va présenter un exposé. Mais les étudiants qui n'ont pas encore présenté leur exposé. D'accord? Donc, je vous laisse le temps. Je compte là. Hussein. والاكسبوزي اللي بدي مادام احنا اللي بريزونتيناش مثلا وعندي انا الخدمه نتاعي حاضره المره الاخرى. عندك شنو؟ عندي لي بريزونطاسيون نتاعي انا ما بريزونتيتش المره الاخرى. ما بريزونتيش شنو؟ عندك زاده؟ لمديك. ولا عندك باش ناخذوا المره هذه انا نبريزونتي انا خدمتي في المديك نحيها خليها لا خليها علاش نحي فيها خليها نعرف نحكيك مانيش نبريزونتيها ونعمل بريزونطاسيون في هذه كيما تحب سي ا توا دو فوار اما كان خدمت حاجه خليها وانا جو في بروندر ان كونسيديراسيون اللي انت خدمت دو بريزونطاسيون يا حسين فهمت tu as compris خلي معناتها باش ما تضيعش الخدمه نتاعك لي با و سي فو فولي اذا عندك اون ايكيب كي فا بريزونتي الاف ام دي Donc, تبعث mail فيه la liste des étudiants qui vont travailler avec toi ou تحطهم en copie ou je vais vous confirmer par la suite par mail là. D'accord? Madame, في السيونس بريزونسيال تنزيد نوريك حاجه. ليه عاد séance présentielle vous allez exposer يا حسين. في الاكسبوزي. باهي. Donc, la prochaine fois, vous avez 2 travaux en asynchrone jusqu'à lundi midi. Et pour la séance de vendredi prochain, selon votre emploi du temps, et a priori, ça sera vendredi en présentiel, vous avez une équipe qui va présenter l'FMD, fiabilité, maintenabilité et disponibilité. Et si vous trouvez un autre indicateur qui peut être utilisé avec ces indicateurs-là, parfois on trouve la sûreté de fonctionnement et la sécurité, Michel, vous pouvez l'exposer. Donc voilà, c'est ce que j'ai à vous dire pour cette séance sur la TPE. Je vais arrêter l'enregistrement pour cette partie et lancer